Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le Saré. Il y a une époque pendant laquelle les femmes devaient obtenir l'autorisation de leur époux pour pouvoir accéder à leur emploi. On nous dit aujourd'hui que cette époque est révolue, mais on se rend bien compte que certains hommes refusent que leurs femmes travaillent. Et c'est vrai. Elles ont pour profession aujourd'hui ministre de l'Intérieur du domicile conjugal. Ce sont des femmes au foyer. Nous en parlons dans cette émission. Bonsoir ma très chère. Ma très chère, bonsoir. Bonsoir à vous qui nous regardez sur Canal 2 International. Un travail de longue haleine, parfois harassant et même ingrat pour certains qui se sentent d'ailleurs frustrés qu'on ne reconnaisse pas le travail de femmes au foyer à sa juste valeur, tandis que d'autres disent se plaire dans ce rôle que quelques mauvaises langues qualifient de consommatrices. On parle des ministres de l'Intérieur de nos maisons. Dans nos maisons, donc, des ministres de l'Intérieur, on l'a dit. On en parle avec des invités que nous vous présentons dans un instant. Commençons par notre sociologue sur ce plateau, Nicole Ambomo. Bonsoir. Bonsoir Clarence, bonsoir Jeanne, bonsoir aux panélistes et bonsoir aux téléspectateurs. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Et parlant de ces femmes au foyer aujourd'hui, retournons un peu dans l'histoire. Est-ce que les femmes avaient besoin de l'accord de leur époux pour les travaux champêtres, par exemple? Non. Il faut dire que si on prend le cas de notre contexte, la femme camerounaise a toujours travaillé, que ce soit à l'époque précoloniale, que ce soit à l'époque coloniale. Elle a été et est toujours une grande force de travail, notamment dans la production agricole, qu'il s'agisse de la production agricole vivrière ou de l'agriculture de rente. Donc sa force de travail, elle a toujours été très appréciée. Bon, ben, c'est vrai que du fait de son entrée, l'entrée de la femme dans le cadre de la sphère professionnelle, certains problèmes ont commencé à se poser, du fait justement de la possibilité pour elle d'avoir un véritable revenu de la même manière que les hommes. Et c'est ça qui explique aujourd'hui qu'on parle d'autorisation et qu'on cherche aussi à légaliser les rapports sociaux de sexe concernant justement le travail de la femme. On en parle longuement dans cette émission. Nous avons également ici sur notre plateau Yvonne Jefang de l'UCOVIFA, c'est-à-dire l'association de lutte contre les violences faites aux femmes et la participation au développement de la femme africaine. Et vous êtes la bienvenue. Yvonne, les femmes que vous rencontrez, qui viennent vous voir, leur mari refuse qu'elles travaillent, pour quelles raisons habituellement? Merci Clarence. Je tiens à saluer tous ceux qui nous regardent ce soir. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bienvenue. Merci beaucoup. Certaines femmes qui viennent nous rencontrer se plaignant du fait que le mari les empêche d'aller travailler. Parce qu'elle a été longtemps à la maison. Pour peu qu'elle sorte, il se dit qu'elle va se faire draguer. Et pour certains, c'est parce que le mari croit qu'en travaillant, elle va le regarder autrement par rapport à avant. Et pour d'autres encore, c'est parce que le mari se dit qu'il a suffisamment d'argent pour s'occuper pour subvenir à tous ses besoins. Nous le verrons amplement dans cette émission. Le seul coq de cette basse-cour, c'est bien Sylvain Anda, qui est coach en développement personnel. Je ne sais pas si je vais dire à ses heures perdues ou pas du tout. Bonsoir Sylvain et bienvenue. Bonsoir et bonsoir à tout le monde. Et vous faites partie de ces hommes qui interdisent à leurs femmes de travailler? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Et pour quelles raisons vous acceptez? Il y a beaucoup d'avantages quand une femme travaille, et on va peut-être voir ça dans les détails. Ça dépend du mode de régulation du couple. Ça peut être un mode par rapport de force, ça veut dire on veut dominer peut-être l'homme, peut-être la femme. Il y a maintenant un mode par complémentarité, ça veut dire on travaille ensemble pour un projet commun. Ma très chère. Alors, bonsoir, Sylvain Ahanda, je ne sais pas, vous peut-être, ou Nicole Ambomo. C'est quoi déjà une femme au foyer?
Peut-être qu'il vaudrait mieux commencer par expliquer. Tout à fait. Oui. Il faut dire que déjà, dans notre contexte, parce que la conception de la femme au foyer diffère selon que l'on soit en Afrique ou en Occident. Donc, dans notre contexte, la femme au foyer ou la mère au foyer, c'est cette femme-là qui est chargée de s'occuper de ses tâches domestiques et familiales. Plus précisément, elle va s'occuper de l'entretien de sa maison, de l'éducation des enfants, de l'entretien de son époux, des soins même aux enfants. Il faut aussi dire que la femme au foyer, c'est celle-là qui est aussi une aidante naturelle. C'est-à-dire que en cas de maladie dans la famille ou dans la belle famille, c'est généralement vers elle que l'on va se tourner pour qu'elle joue le rôle de garde-malade ou d'infirmière d'appoint. La femme au foyer, c'est encore celle-là à qui on demande de jouer un rôle dans la communauté. C'est-à-dire qu'on attend d'elle qu'elle s'implique dans des événements à caractère communautaire, qu'il s'agisse du clan, de la famille élargie, du village, parfois même du quartier ou de l'association. Du coup, il n'y a pas une différence entre femme au foyer et mère au foyer, ou alors il y en a une? Il n'y a pas véritablement de différence. La femme au foyer, en fait, quand on parle de la femme au foyer, c'est pour mettre en avant la femme, l'individu. Mais la mère au foyer, c'est juste pour souligner le fait que cette femme-là, parmi les différentes tâches familiales dont elle devra s'occuper, devra également s'occuper des enfants. En Europe, on parle de MAF, mère au foyer, ou de FAF, femme au foyer. Mais en Occident, il y a une démarcation nette qui est faite entre la femme au foyer et la femme active professionnellement. Parce que chez nous, la plupart des femmes qui sont actives professionnellement sont également des femmes au foyer. Parce qu'elles cumulent leur rôle professionnel avec leur rôle de femme au foyer. Alors qu'en Europe, la femme au foyer est celle-là qui a fait le choix, soit par contrainte, soit librement, de se séparer du monde professionnel ou de ne même pas l'intégrer pour se consacrer uniquement à ses activités domestiques et familiales. Et là, on trouve que c'est un travail. Mais Sylvain Aranda, il y a certains hommes qui considèrent que leur femme, je vais dire entre guillemets, ne travaille pas parce qu'elle est femme au foyer. Vous nous avez avoué tout à l'heure que c'était déjà très important que votre femme puisse travailler parce que certainement il y aurait des avantages. Alors, vous considérez aussi qu'une femme au foyer n'est pas une femme qui travaille? C'est pas une profession? Bon, ça, on va remonter un peu dans l'histoire, parce que si on va dans l'histoire, ce qui était dévolu, parce que la famille, déjà, c'est comme une micro-entreprise. Oui. Normalement, si on va même dans l'aspect biblique, on va se rendre compte que l'homme, c'est le chef de la femme. Maintenant, l'homme est censé, ça c'est historiquement et culturellement, être le chef de la famille. Maintenant, la femme assumait ce qu'on appelle une fonction de ménagère. Donc, toutes les tâches qui ont été citées là, on appelle ça fonction de ménagère. À l'époque, donc, c'était considéré comme un travail à part entière. Ça a été vrai, même en Europe. Maintenant, donc, quand la femme sortait même de la maison pour aller travailler, c'était toujours pour aller faire des tâches ménagères, mais chez les bourgeois. Maintenant, donc, à partir de 1800, avec l'industrie du textile et du vêtement, on avait besoin d'une main-d'œuvre un peu plus fine. Et aussi, il y avait une pénurie en main-d'œuvre masculine. Voilà. Directement, les femmes intègrent dans le monde du travail au-delà de la fonction ménagère. Et maintenant, donc, il y a aussi les deux guerres, parce qu'avec les guerres, les hommes qui mouraient, qui étaient enrôlés, il fallait donc que la société continue à fonctionner. Et c'est là où on faisait recours aux femmes. Et même après la guerre, on enlevait les femmes du travail, donc les licenciés retournaient à la maison. Donc ça, c'est d'abord historique. Et maintenant, donc, actuellement... Est-ce qu'on va dire que ça s'adapte à notre contexte ? Quand on le voit comme ça, on parle des deux guerres, j'ai l'impression que le tableau qui est dressé est un tableau occidental. En fait, plus que le problème se pose partout, que ce soit en Occident, beaucoup plus même encore ici. Ça veut dire d'abord un côté, c'est pour ça que j'ai parlé du côté biblique. Ça veut dire que dans les mœurs, et si on entre dans la psychologie profonde, sans toutefois vouloir perdre les uns et les autres, il y a ce qu'on appelle à l'intérieur d'un individu homme, ce qu'on appelle l'anima. Et l'anima, c'est ce qu'on appelle la femme intérieure en l'homme. Et maintenant, au niveau de la femme, il y a ce qu'on appelle l'animus. Ça veut dire donc que dans les rapports, il va toujours avoir cette question-là de qui fait quoi, de qui travaille. Et c'est pour ça que j'ai bien dit, la femme, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, sauf que nous, on est en retard, parce qu'en Europe, ils ont dépassé, les mœurs ont évolué, on est sorti de ce schéma. Mais ici, en Afrique, on a encore trop calqué sur ce schéma. Je prends un exemple simple. En Europe,
j'ai pas vraiment fait les roues. Quand vous invitez une fille, elle paye son plat, vous payez votre plat. Mais ici, c'est pas ça. Généralement, c'est l'homme qui prend ses responsabilités. Et vous voyez bien ici, on dote la femme dans nos contextes. Donc vous allez voir que c'est un problème qui se pose partout. Et maintenant, il nous revient à nous. Peut-être qu'à la fin de l'émission, on va aborder un peu les orientations de solutions. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'ordre sociologique? Tout à fait. En fait, je voulais revenir sur ce qu'il a dit, effectivement, parce qu'il faut bien qu'on comprenne que au-delà de l'aspect historique qu'il a soulevé, la femme, les activités de reproduction constituent du travail. À l'heure actuelle, c'est du travail. Je m'explique. La production, dans son sens large, renvoie à l'ensemble des activités nécessaires à la survie de l'espèce. Et ces activités sont considérées comme étant du travail. Les activités de reproduction des femmes, notamment la maternité, les soins aux personnes malades, les soins aux personnes âgées, l'éducation des enfants, sont en réalité du travail parce que ces activités-là contribuent à la production économique. Les enfants que les femmes éduquent aujourd'hui sont les futurs salariés de demain. Les hommes qui rentrent chez eux, qui se font servir à manger, qui reçoivent des soins lorsqu'ils sont malades, dont les vêtements sont repassés au laver, ce sont ces hommes-là qui contribuent à la production des richesses. Maintenant, si le travail domestique, parce qu'il s'agit là du travail domestique, il faut distinguer du travail professionnel. Maintenant, si ce travail est considéré en fait comme n'en étant pas un, c'est d'abord du fait de son invisibilité. Le travail domestique s'effectue dans le cadre du foyer, caché du regard extérieur. Pour voir une femme au foyer travailler, il faudrait rentrer dans son domicile. Et aussi, le travail professionnel semble plus prestigieux, plus valorisant que le travail domestique. On a envie de poser la question à qui la faute. Est-ce qu'on ne valorise pas suffisamment ce travail de ménage à la maison? La question que je vous pose à vous qui rencontrez les femmes et les hommes qui viennent vous voir, c'est: est-ce que les hommes considèrent que ce travail domestique est un véritable travail ou pas du tout? Parce qu'on sait qu'il y a un plaidoyer aujourd'hui de certaines organisations qui demandent une allocation pour les femmes qui sont à la maison, les femmes au foyer. Est-ce que les hommes considèrent que c'est un véritable travail? Oui, pour certains hommes, surtout ceux qui ne veulent pas voir les femmes aller exercer le travail professionnel, comme la sociologue disait tantôt, beaucoup pensent que le véritable travail de la femme se limite à la maison. Ce qui fait que voir les femmes qui sortent actuellement et qui vont faire autre travail et reviennent, c'est pas du tout aisé pour elles à la maison. Il y a parfois qu'elles sont tiraillées entre les travaux ménagers et les travaux professionnels. On pensait pourtant que à un certain moment donné, l'homme devait prêter main forte à la femme qui travaille à la maison, mais tel n'est pas le cas. Tout au contraire, celui qui rentre même, pourtant est conscient que le matin, la femme est sortie comme lui, mais le soir, tout ce qu'il demande à la femme, il ne tient pas compte qu'elle aussi vient d'arriver et est fatiguée. Alors, Sylvain vous regarde, non pas lui particulièrement, mais je vois le regard des hommes qui sont dans cette salle et ils ont un regard inquisiteur. Est-ce qu'on suit le premier reportage et puis on va revenir. Profession ménagère, c'est comme ça qu'on l'a intitulé. Premier reportage. Chantal n'a jamais travaillé de sa vie. Son époux s'y étant opposé lorsqu'elle aspirait à un emploi. À l'époque, nos mamans demandaient de suivre ce que le mari dit. J'ai eu le diplôme quand j'ai aimé mon mari. Parce que je me disais que si je le contredis, il va peut-être m'abandonner. J'ai suivi son conseil, je ne peux pas travailler. Et effectivement, elle avait les opportunités. On lui proposait même, bon, je ne veux pas entrer dans les détails, on lui proposait le travail pour moi. Mais bon, il a refusé. C'est ici au quartier New Deido que vit Chantal. D'une villa huppée dans laquelle elle vivait à Yaoundé, pour une toute petite chambre à Douala, il a juste fallu que son époux s'en aille. Je me sentais comblée à l'époque puisque j'avais tout. J'avais les ménagères, comme je le dis, je le répète. J'avais les ménagères à la maison. Moi-même, je fréquentais. J'avais les ménagères qui venaient faire le ménage. Celles qui restaient avec les enfants, ce qui fait que ça ne me faisait pas, ça ne me causait pas problème. Je ne pensais pas qu'aujourd'hui, avec les temps qui sont durs, ça allait me causer préjudice. Bon, il n'est pas là maintenant, je souffre, j'en souffre.
Parce que après lui, je cherchais du travail, je n'en trouvais plus. Le cauchemar de Chantal a débuté il y a 19 ans. J'étais déjà habituée qu'il va en mission. Quand bien même il part, il me dit qu'il va en mission. C'est sûr, bon, moi j'ai 7 mois de grossesse, ça ne me dérange pas. Il va en mission comme d'habitude, il me dit qu'il va en mission. Il va donc en mission. J'accouche comme j'avais 7 mois, 2 mois après, je dis quelle est cette mission? D'habitude, la mission ne mettait pas 2 mois. C'est comment? J'accouche donc. Je demande le nom de l'enfant parce que c'est normal, je suis légalement mariée avec lui. Je demande le nom de l'enfant, Toby, je veux le nom de l'enfant. Il fait d'abord 5 minutes. Bon. Il me dit que, ok, donne le nom de mon oncle, enfin bref, le petit frère à sa mère. C'est comme ça que je me rends compte qu'il ne peut plus venir. Aujourd'hui, elle vit aux dépens de sa belle famille, n'ayant pu trouver du travail après le départ de son mari. Des cas comme celui de Chantal sont nombreux. Des hommes qui les empêchent d'aller travailler, d'aucuns, nous sommes rendus compte. On a trouvé des hommes qui sont des soulards, des hommes qui consomment des stupéfiants et qui font un poids au-dessus de leurs femmes pour ne pas pouvoir sortir, aller trouver des emplois, pour apporter aussi une contribution à leur famille. Et des risques que nous avions remarqués pour plusieurs femmes qui ont approché notre structure pour se plaindre et qu'on les vienne aussi en aide, nous nous sommes rendus compte des femmes qui vont à l'hôpital par moment ne parviennent même déjà pas à payer un carnet pour une consultation, quelque chose qui devrait facilement si elles étaient en train de travailler. De l'autre côté, nous avions eu des femmes qui viennent se plaindre parce que déjà l'homme ne subvient vraiment pas à leurs besoins. Parce qu'une femme qui ne travaille pas, le matin va demander 200 francs à l'homme, demander 500, il va dire tiens, j'ai donné la ration et ça suffit. Or, il existe bel et bien des femmes qui ne veulent pas d'emploi. Je n'ai jamais été en rage d'avoir un travail à tout prix. Là, c'est d'abord ma première nature. Donc, je peux travailler par nécessité, mais pas par plaisir. Pas par plaisir. Si un jour, moi, je travaille, ça doit être par nécessité. Donc, je suis obligée pour subvenir à mes besoins. Moi, je pense que celle qui est au foyer, si elle est à l'abri de tout financièrement, je pense qu'elle est plus à l'aise, elle est plus heureuse que celle-là qui sort, qui se cherche. Faouzi assume son choix. Je suis très satisfaite. Moi, je dirais que j'ai eu plus que je ne rêvais dans ma vie. Donc, je ne me plains pas. J'ai 3 petits-enfants dont je m'en occupe. Je ne m'ennuie pas. Il y en a certains qui pensent que quand tu ne travailles pas, tu t'ennuies vraiment. Tu fais quoi à la maison? Non, il y a beaucoup à faire. Les tâches domestiques de la maison, c'est déjà suffisant. L'encadrement des enfants, s'occuper même de son mari. Je peux dire qu'on travaille même peut-être plus que celle-là qui sort le matin, qui revient à 17h, à 16h. Même si pour certains, l'expression « femme au foyer » est désuète, il n'en demeure pas moins que de nombreuses Camerounaises sont, comme on le dit, des ministres de l'Intérieur, du domicile conjugal. Merci à vous qui nous envoyez vos messages et interventions sur notre page Facebook /dans le Saré. Commençons par Josie Pascal qui nous dit bon thème ce soir et elle nous dit, elle précise, ministre de l'Intérieur, appellation maquillée de tromperie naïve de l'ancienne technologie. L'indépendance professionnelle de la femme n'est plus à démontrer. Vivement que toutes les femmes en prennent conscience. Qu'en dites-vous? Juste en quelques secondes avant que ma très chère ne pose sa question. Non, ce qu'elle dit est tout à fait normal parce qu'aujourd'hui, là, j'ai parlé de ça, on est dans une logique d'évolution et l'évolution, elle doit se faire dans 2 sens. Ça veut dire la femme converge vers l'ambition professionnelle et l'homme doit converger, que les hommes m'excusent, vers la fonction ménagère. Ça veut dire un homme, il peut laver les assiettes, il peut faire la lessive et c'est tout à fait normal. Et quelqu'un dit souvent, c'est dans les petites choses qu'on reconnaît les grands hommes.
Ouais. Il y a un homme, Dodé Pokam, qui nous dit qu'une femme au foyer, au ministre de l'Intérieur, ces femmes-là, c'est des appellations qui donnent une place privilégiée et de respect à une femme qui a eu la chance d'avoir un foyer et même de s'en occuper. Maintenant, l'obliger à rester s'occuper de la maison n'est pas une mauvaise chose si l'homme est en mesure de prendre soin de son foyer. Nicole. Oui, effectivement, ce n'est pas une mauvaise chose. Je crois que justement, ça correspond au témoignage de la dame qui n'a pas le sentiment qu'elle a réellement besoin de s'investir professionnellement parce qu'elle ne manque en réalité de rien. Sauf que, comme on ne peut pas maîtriser les événements futurs et que malheureusement, on ne peut pas être à l'abri des mauvais jours, il faudrait quand même pouvoir aider ces femmes-là, pour ces hommes, organiser leur départ. C'est vrai que ce n'est jamais facile d'en parler ou même de l'imaginer, mais il faudrait quand même pouvoir organiser le départ. Penser à ces femmes-là qui resteront si jamais les messieurs devaient s'en aller. Et on sait dans notre société que l'espérance de vie des hommes est beaucoup plus moindre que celui des femmes. Donc, si le monsieur, même s'il travaillait, gagnait très bien sa vie, s'il arrive à décéder, s'il n'a pas organisé le départ, s'il n'y a pas eu de testament, comment est-ce que la femme reste faire? On a vu des cas où beaucoup de femmes se retrouvent à rentrer au village, qui ont eu une vie luxueuse du moment du vivant de leur mari, mais lorsque celui-ci décède, tout s'arrête. On a le cas de Chantal, justement. Tout à fait. La scolarité des enfants prend un coup aussi, et leur avenir est pris en otage. Alors, ces deux cas que nous avons dans ce reportage vous amènent à dire quelque chose de précis? Oui, tout ce que je peux dire, c'est que vraiment, il faut que la femme fasse quelque chose. Il faut que la femme fasse quelque chose parce que beaucoup de violences, de cas de violence que nous recevons, tout part de parce que la femme dépend entièrement, financièrement de l'homme. Ouais, elle se lève un matin, peut-être le monsieur est rentré à la veille, il n'a pas eu grand-chose. Quand elle pose le problème de ration alimentaire, ça devient tout un problème. Alors que si elle se débrouillait à faire quelque chose, elle ne devait pas être là à attendre tous les jours que le monsieur foule les poches. Quand il n'y a pas moyen, qu'elle puisse prendre aussi la relève. Donc je crois que la femme devait vraiment faire quelque chose qui lui procure un peu d'argent. Alors moi j'aimerais revenir, Yvonne, je pense, sur ces hommes qui ne considèrent pas que c'est un travail, enfin, femme au foyer, et d'ailleurs certains même vont jusqu'à parler de consommatrice parce que tu ne fous rien. Et d'ailleurs, très rapidement, je me souviens de cette anecdote où un ami dit à son ami, ah ben tu aides ta femme à laver, à faire la vaisselle. Son ami de lui répondre, ben non, je n'aide pas ma femme parce que moi je mange dans ses assiettes, je n'aide pas ma femme parce que ce sont mes enfants et tout. Alors, que dire de ces personnes-là, de ces hommes-là qui considèrent, non seulement qu'ils ne veulent pas qu'elle aille travailler, mais qui considèrent tout de même que ce sont des consommatrices parce que à la maison, ce n'est pas un travail. Est-ce que vous recevez aussi ce genre de cas? Quand il considère sa femme de consommatrice, ça veut dire que le travail ménager même ne lui dit rien. Le travail que la femme a à faire à la maison, pour lui, ce n'est pas un travail. C'est pour ça qu'il la traite de consommatrice, tout simplement. Parce que s'il prenait en compte le travail ménager qu'effectue la femme au quotidien, il ne devait même pas être tenté à l'appeler consommatrice, selon moi. Parce que le travail ménager est plus difficile que le travail professionnel. Tout à fait. Donc, il est hors de question que... Tout au contraire, il y a beaucoup d'hommes qui ont compris. Beaucoup d'hommes essayent déjà d'aider leurs femmes à la cuisine, à faire la vaisselle, un peu de tout. Quand la femme même est enceinte et qu'elle va à la maternité, c'est généralement le mari qui l'accompagne maintenant. Parce qu'il se dit, en faisant venir peut-être une tante ou une cousine, je ne touche pas grand-chose. Ce sera les charges qui vont se multiplier. Voilà. Donc, il se prépare à accompagner sa femme à la maternité. Et après la maternité, il fait tout ce qu'il faut faire, il fait le reste. Je crois que beaucoup d'hommes ont compris comme ça aujourd'hui. Certainement, Sylvain Handa, les hommes ont compris qu'il faut converger vers l'intérieur, comme vous avez dit. Bon. Moi, particulièrement, je ne pense pas que ils ont intégré, mais je crois que c'est en minorité. Parce que moi, je fais les stats
à côté de moi, c'est-à-dire mes amis. Moi, j'ai un ami particulièrement, quand je lui dis que j'ai ma fiancée, parce que je suis fiancé, à faire peut-être, à frire le plantain, par exemple, il trouve ça un peu très bizarre. Il se dit, mais tu n'es plus un homme si tu le fais. Mais c'est un peu malheureux, parce que moi, je dis... Il pose la question de savoir si on ne vous a pas envoûté, par exemple. C'est ce que les gens ont l'impression. Mais les gens se disent que quand un homme le fait, c'est que la femme le domine. Mais ce n'est pas toujours ça. On peut être au-dessus. Et moi, je le dis, il y a des grands hommes qui ont eu à faire des petites choses. Et moi, je dis, on les reconnaît. Et quand on va voir l'histoire de certaines personnes, je me rappelle, j'ai vu, je crois, une vidéo où Barack Obama était en train de faire de la cuisine alors qu'il a été président des États-Unis. Donc, il faut que les gens, que les hommes comprennent. Mais maintenant, ce n'est pas seulement un problème d'homme. Parce que, et je m'explique. Comment ça? Parce qu'une femme qui travaille, qui a des grosses responsabilités, qui est beaucoup occupée, une question va se poser. Comment est-ce que je peux suivre mes ambitions professionnelles et être une bonne épouse et une bonne mère? Ça se pose à la femme. Est-ce qu'on ne peut pas concilier les deux? Justement, et là, et ça c'est un travail. Et actuellement, je trahis un peu ce que je fais, c'est dans mes recherches, je travaille un peu dans ce sens. Comment concilier la vie privée et la vie professionnelle. C'est une problématique qui se pose au niveau individuel déjà de l'homme et de la femme, au niveau de la famille, au niveau organisationnel même. Et on va parler un peu de la ressource humaine en entreprise. Il y a ce qu'on appelle les heures de TT, il y a ce qu'on appelle le congé de maternité. Vous voyez, même en entreprise, on comprend qu'il faudrait bien que la femme procrée et qu'elle s'occupe de sa famille. Et le problème va être maintenant aujourd'hui social. Et c'est là où on va parler des mentalités et des mœurs qu'il faut faire évoluer. Donc vous voyez que ce n'est pas une question d'homme ou de femme, c'est tout le monde. C'est une question de société. Une question certainement à Nicole Mbomo. Est-ce que vous avez comme l'impression que les femmes assument, bon, à part celle de tout à l'heure, assument fièrement ce choix de femme au foyer? Ben, ça dépend. Ça dépend des motivations qui poussent les unes et les autres à être au foyer. Il y en a qui, comme la dame du reportage, sont fières. Et on peut comprendre, hein, si on rentre dans le genre, on peut comprendre parce qu'elles font corps en fait avec ces stéréotypes-là qui concernent le genre féminin, qui est que la femme est d'abord définie comme étant une épouse, une gardienne du foyer et une mère. Et en tant que telle, la société la valorise sur la base de ces rapports-là. Et pour certaines femmes, c'est plus important pour elles, cette reconnaissance de la société, que l'épanouissement qu'elles pourraient gagner ou l'indépendance financière qu'elles pourraient gagner. N'est-elle pas épanouie? Parce que c'est la question aussi qu'on pourrait poser. Ces femmes-là, justement, sont épanouies parce que la société le leur rend bien. Et avec un mari qui subvient à leurs besoins, n'ont pas le sentiment qu'elles sont en fait dans une situation risquée. C'est une question en réalité de perception, parce que le fait de se sentir épanoui ne signifie pas que la situation va bien. Puisque, on l'a dit tout à l'heure, il faudrait quand même prendre, peut-être qu'on en parlera lors des solutions, il faudrait quand même avoir certains garde-fous pour pouvoir se prémunir contre les mauvais jours. Maintenant, il y en a qui subissent cette situation-là, qui se retrouvent à être au foyer malgré elles. Parce que le mari ne veut pas qu'elle sorte. On va prendre le cas des maris justement dans le deuxième reportage, juste pour lire ce message avant de prendre notre deuxième reportage. Joseph Boumba qui nous dit que c'est une bonne problématique. La femme doit en principe être au foyer pour mieux éduquer les enfants et mieux prendre soin de son ménage. Toutefois, le contexte social impose aujourd'hui à la femme de faire une activité autre que son ménage pour joindre les deux bouts. La femme, pour son épanouissement, devrait faire une activité. Alors tout le monde parle d'épanouissement, on dirait que voilà, ces femmes qui n'ont pas d'activité professionnelle ne sont pas épanouies. Elles sont épanouies ou pas, celles que vous rencontrez? Pourquoi pas? Elles sont épanouies pourvu qu'elles se battent à faire quelque chose, pas forcément aller dans les bureaux. Donc pour vous, l'épanouissement dépend forcément d'une activité autre que celle domestique. Voilà. On va prendre notre deuxième reportage. On revient dessus. Je l'ai vu faire un signe de la tête. Elle n'est pas tout à fait d'accord. Prenons ce reportage dans lequel les hommes expliquent pourquoi ils refusent que leur épouse travaille. Les hommes qui ne veulent pas voir leur épouse se déployer dans l'univers de l'emploi ne sont pas rares.
Daouda, 47 ans, reste ferme sur ses positions. Je ne veux pas qu'elle travaille. Je ne suis pas allé la chercher chez ses parents pour la ramener chez moi. Et je suis capable, dès que je l'ai pris pour la ramener chez moi, parce que j'ai pris tout l'engagement de la nourrir et la garder bien. Je ne peux pas la pousser d'aller vendre quelque chose dehors, puisqu'elle soit attirant avec certains garçons dehors. Demain ou après-demain, mon foyer se gâte. Parce que c'est moi qui l'ai poussé d'aller vendre. Mais si tu acceptes, ta femme travaille. Ce qui arrive derrière, ce n'est que toi. D'ailleurs, l'épouse de Daouda est condamnée à rester à la maison, sauf en cas de permission. Ma femme ne part pas au marché, elle travaille, c'est moi-même qui pars rationner. Et deuxièmement, moi, ma femme à la maison, je ne veux même pas qu'elle sorte dehors sans mon accord. Tant qu'elle ne me demande pas, même je ne suis pas, je suis au lieu de service, elle m'appelle. Je vais aller tel endroit, il faut qu'elle sache pourquoi elle part là-bas. Lorsqu'un homme interdit à son épouse de travailler, les raisons sont multiples. Beaucoup des femmes qui ont même trouvé des emplois et que les hommes leur menacent, vont même jusqu'à tabasser, de peur qu'elles ne puissent avoir aussi l'équilibre. Plus quand la femme sort, elle a la possibilité peut-être de s'exprimer. Elle subit des violences à la maison. Si déjà elle a une collègue ou un collègue, elle peut quand même dénoncer des abus et des actes de violence qu'elle subit au sein de son foyer. Alors donc certains hommes qui empêchent ces femmes de sortir, c'est des hommes véreux qui ne veulent pas laisser exposer leur mécanisme diabolique. C'est une situation assez complexe au regard de la situation sociale qui est la nôtre. Mais il faut dire que plusieurs raisons peuvent expliquer cela. Il y a des hommes qui sont possessifs, il y a des hommes qui n'ont pas confiance à leurs épouses, il y a des hommes qui sont jaloux. Et même quand ils n'ont pas toujours les moyens pour joindre les deux bouts, leur orgueil d'homme fait qu'ils n'adhèrent pas à ce que leurs épouses puissent rapporter de l'argent, et ils estiment que ce qu'ils rapportent est largement suffisant et que c'est à eux de veiller au bien-être financier de la famille. Dans des cas d'incompréhension entre femmes qui veut travailler et hommes qui le lui interdit, les tensions naissent. Le cas de l'ami de Joseph. Pour lui, c'est dit qu'une femme qui travaille, c'est déjà une femme qui serait plus fidèle. Donc, surtout quand ton mari a tout, que ton mari peut te donner ce que tu as besoin, surtout sur le plan financier. Et il ne trouve pas qu'une femme doit sortir pour chercher le travail. Parce que déjà, elle va commencer à te manquer le respect, elle va commencer à te parler d'une manière superflue. Et le mensonge va s'installer pour connaître que c'est déjà d'entrer et sortir. Les frictions sont arrivées du fait du regard curieux des voisins et de la famille. Au départ, elle acceptait, on s'est dit que l'amour au départ, parce qu'on veut être dans un foyer. Au départ, elle était d'accord. Mais à la longue, vous savez, les voisins, la famille ont tenu la pression. Oh, tu fais quoi là-bas? Comment tu prends le poids? Tu es une consommatrice et tout. Bon, maintenant, elle commence un peu à se révolter qu'elle aussi, elle veut sortir, elle veut trouver le travail, elle veut son propre argent. 2 ans déjà que dure la crise, et pour Joseph, la situation est mitigée. On ne peut pas condamner l'homme à 100%. Il a ses propres raisons. Peut-être qu'il connaît mieux sa femme. Et il a vécu ça peut-être avec notre femme. Il a maintenant peur. Il préfère que la femme soit là et qu'il donne tout. Et notre situation aussi, je veux dire, ça peut aussi faire que sa femme se révolte. Et elle commence à faire des choses qui ne sont pas trop claires. Peut-être qu'elle s'est plus vraiment charitable à la maison, même avec les invités et tout. Tu vois ce stress, ça peut-être qu'un jour tu vas arriver qu'elle a tout porté de partir. La femme au foyer subit parfois une crise identitaire. Il lui arrive de ne pas assumer son statut. Merci à vos multiples messages sur notre page Facebook /dans le Saré. Nous ne pourrons pas tous les lire. Natoshka Din qui nous dit qu'elle travaille et elle l'assume.
elle assume parce qu'elle bosse pour avoir son pain quotidien et donc elle n'attend pas les alouettes qui tombent, qui pourraient tomber d'un côté ou d'un autre et voilà, elle préfère avoir son propre gain. Et donc ça, c'est la femme, dit-elle, de la nouvelle technologie. Elle dit, soyons ces femmes de la nouvelle technologie, yes we can. C'est ce que vous dites aussi, ce sont les femmes de la nouvelle technologie. Bien sûr, parce que je vous disais que beaucoup de femmes que nous accueillons, qui ont subi des violences, tout part de ce qu'elles dépendent entièrement, financièrement du conjoint. Donc ça veut dire qu'à chaque moment, quand elle a besoin peut-être du cube de 100 francs, il faut attendre que le mari rentre. Mais vous avez écouté le monsieur Daouda qui dit qu'il s'occupe de sa femme, il fait le marché, et puis elle ne souffre pas de quoi que ce soit. Elle est comblée, dit-il. C'est ce que certains disent. Hein. Dit qu'il s'occupe de la femme. Est-ce qu'il est vraiment celui qui s'occupe bien de la femme? Est-ce qu'il s'occupe de la femme? Moi j'ai une question. Lorsque justement la plupart des hommes, peut-être que le seul homme qui est ici, enfin peut-être pas sur le plateau, mais qui est juste avec nous sur le plateau effectivement, va nous dire lorsqu'un homme dit que si je peux tout lui donner, ça sert à rien qu'elle aille travailler. Est-ce qu'on met quoi dans tout donner? Vraiment, c'est ça aussi. Bon, c'est vrai, moi je peux dire dans tout donner, bon c'est une impression d'abord, parce que quand on dit qu'on peut tout donner à quelqu'un, ce n'est qu'une impression. Maintenant, s'il se base sur le quotidien, ça veut dire à ce n'est pas nécessairement tout donner. Et le travail même déjà qu'on exerce, tant qu'il n'est pas valorisé, nous-mêmes on ne peut pas être heureux. C'est ce qu'on a dit au départ. Si une femme assume la fonction de ménagère et que l'homme ne reconnaît même pas ça en tant que quelque chose d'important, la femme ne peut pas être heureuse. Maintenant, quand la femme se lance donc dans la profession, c'est-à-dire elle sort pour travailler à l'extérieur, si elle peut rapporter quelque chose pour le bien du foyer, là, ça devient quelque chose de valorisant. Mais encore une fois, il faut prendre tout avec les pincettes. Et il faut qu'à un moment donné, que les gens essayent de concilier pour qu'on puisse avancer dans un foyer. Alors, oui, juste pour souligner cet élément important, Maître Charles a commencé, tout lui donner, mais il a rajouté autre chose. Si elle sort, elle sera courtisée et puis elle pourra mentir, elle pourra s'adonner au mensonge. Elle peut attirer des regards. Elle peut attirer des regards, etc. En réalité, moi je pense que en fait, ça traduit en réalité la manière dont la femme est encore perçue chez nous, c'est-à-dire comme un enfant. C'est-à-dire on a le sentiment que c'est un enfant qu'on doit absolument contrôler, dont on doit façonner le comportement. Et si la femme sort, oui, elle sera draguée, elle ne pourra pas s'en sortir. Non, mais la femme, c'est un être adulte quand même. Et je pense que en dehors du travail forcé des enfants, aucun être humain ne se lève pour aller proposer ses services si déjà il ne pense pas qu'il peut apporter quelque chose à l'entreprise. Et les femmes ont des moyens divers pour pouvoir dire non aux avances qu'elles reçoivent dans la sphère professionnelle. Ça ne devrait pas être une raison prépondérante pour empêcher que sa femme ne travaille. Moi, je voulais revenir sur tout donner dont vous parliez tout à l'heure, parce que dire qu'on donne tout à sa femme, c'est présumer que elle est forcément heureuse de notre point de vue. Parce que pour qu'une femme, il faut savoir que ce qui a amené les femmes à investir massivement la sphère professionnelle, c'est d'abord la crise économique des années 90 et les mesures d'ajustement structurel qui ont causé un chômage massif et une diminution de la main des revenus chez les hommes. Les femmes ont été obligées, pour subvenir aux besoins du ménage, d'investir la sphère professionnelle. Maintenant, chemin faisant, le désir d'épanouissement, le désir d'autonomie que procure l'exercice d'une activité professionnelle se sont greffés. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas reprocher à une femme de vouloir travailler pour s'épanouir. C'est son droit le plus absolu de dire que oui, je me sens utile dans la sphère familiale, mais je pense aussi que je peux apporter quelque chose à l'extérieur et j'en ai besoin pour mon épanouissement. Alors, on va parler de ce monsieur, on va revenir de ces messieurs d'ailleurs que nous avons écoutés dans le reportage. Certaines personnes ont évoqué, je pense que c'était dans le premier reportage, ceux qui interdisent à leurs femmes d'aller travailler, d'exercer une activité professionnelle, parfois opèrent également par violence
pour imposer leur instruction, parce que désormais c'est une instruction. Et on nous dit que ces gens-là sont ceux qui consomment des stupéfiants. Ou alors ce sont des personnes qui consomment de l'alcool. Est-ce que ce sont des cas que vous rencontrez? Oui. Est-ce que c'est forcément des gens qui consomment des stupéfiants ou pas du tout? Non, pas dans tout cela. Je crois qu'il y a les deux cas. Il y a des personnes normales comme vous et moi, et puis il y en a aussi qui se lancent dans la drogue illicite, hein. Oui, et illicite même d'ailleurs. Donc en fait, il n'y a pas de profil type de personne qui interdisent à son épouse d'avoir un emploi. Non, en fait, c'était ça ma question, c'était pour aboutir à cela. Et moi, j'ai une question. Est-ce que finalement, vous avez rencontré le cas des femmes qui ont assumé leur choix? Ça veut dire, on leur a demandé de choisir entre le mari et le travail. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Est-ce qu'elles ont choisi le travail et le mariage est terminé? Est-ce que vous avez eu ce genre de cas ou aucune courageuse? Il y en a, sans vous mentir, dès que la femme vient se plaindre, c'est parce qu'elle aime encore bien son mari. Ah, d'accord. Mais malheureusement, d'après nos interventions, dès qu'on constate que même en acceptant déjà que oui, je reste sans rien faire au mari, et qu'il n'est pas à même de subvenir à tous vos besoins, c'est pas parce que celui-là dit devant les antennes, devant les trucs, les antennes, qu'il fait tout à sa femme. Là, c'est encore à vérifier. Est-ce qu'il fait vraiment tout à sa femme? Est-ce que vous le conseillez donc de quitter? Je ne les conseille pas de quitter. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de ramener la paix dans le foyer, c'est ça? Attention, ramener la paix comment? C'est la question. C'est de causer déjà avec le conjoint. Essayer de l'amener à comprendre que non, voilà l'utilité du travail de la femme. Oui. Si elle fait autre chose en plus du travail ménager, voilà ce que ça va. Sylvain Anda, vous vouliez rajouter quelque chose avant qu'on ne continue? Oui, bon, ce qu'il faut déjà comprendre, et les hommes par exemple, parce que je vais prendre dans tous les sens, quand un homme généralement... Juste préciser que vous êtes de la nouvelle technologie. Ouais. Parce que ceux de l'ancienne technologie ne seront pas forcément d'accord avec vous. Oui, quand aujourd'hui un homme ne veut pas que sa femme aille travailler, je parle en tant que coach en développement personnel, ça veut dire qu'à l'intérieur de lui, il y a ce qu'on appelle un manque de confiance en lui-même. Et c'est très important. C'est ce qu'on appelle un peu les facteurs de défaut émotionnel. Ça veut dire l'émotion agit tellement parce qu'il a peur que sa femme peut se faire draguer par d'autres personnes. Il est jaloux et ces facteurs-là conjugués font en sorte qu'il s'oppose au fait que sa femme aille travailler. Et maintenant, pour nous qui travaillons, quand on est dans les entreprises, on observe un peu ce qui se passe. On regarde, on voit comment les femmes sont traitées. Et souvent, ça suscite un peu de l'inquiétude. Comment elles sont traitées au fait? Non, on regarde, parce que généralement, on a vu des cas, on a eu une émission ici où on parlait de harcèlement. Voilà, tout à fait, oui. On imagine toujours que mais ce qui arrive à ma collègue, je ne sais pas quoi, ça peut arriver. Mais il y a que vous êtes coach, oui. Vous avez dit quoi? En développement personnel. Développement personnel, oui. voilà. Alors, vous rencontrez certainement des hommes aussi qui ont ces craintes-là. Est-ce que vous arrivez de leur expliquer que si une femme a envie de les tromper, elle le fera même à la maison? Bon, là, c'est... oui, elle le fera. Et c'est ça. Hein. Et c'est là où je voulais chuter en disant, même si on comprime une femme, et souvent même quand on comprime une femme, c'est là où elle a tendance à nous tromper. Donc le mieux, c'est de lui donner une certaine liberté et causer, parce que le dialogue, la communication, c'est hyper important. Il faut donc, et c'est aussi un peu comme déjà une approche de solution. Ça veut dire on a confiance en nous, on croit en nous, on fait ce qui est bien pour la femme et on sait qu'elle ne trouvera pas quelqu'un qui est forcément comme nous. Du coup, elle aura envie toujours d'être avec nous. On s'impose par le biais du dialogue. On va revenir à vous après le troisième reportage. Juste lire ces quelques messages qui nous parviennent sur notre page Facebook /dans le Saré. Laura Tchapchet qui nous dit que pour elle, la femme ne devrait pas attendre tout de son homme. Même ces hommes qui le disent sont quelquefois stupides. Bon. C'est pas ce qu'elle voulait dire, mais bon, parce qu'on ne connaît pas le lendemain et du coup, les deux devront sortir, se battre pour une bonne gestion de leur foyer. Cécile Ngabena qui nous dit qu'une femme qui travaille est par conséquent financièrement indépendante et elle est plus épanouie que celle qui reste au foyer et qui doit tout attendre de son conjoint. Certains disent que même pour acheter un cure-dent, il faut attendre l'époux. Je ne sais pas si les pièces de 10 francs existent.
existe encore. Oui, je sais que ça existe. Donc, même pour obtenir une pièce de 10 francs ou de 5 francs ou de 1 franc, il faut attendre de son époux. Alors, il y a un frère rouge qui nous dit que la femme, même si son mari lui donne tout, doit quand même travailler. C'est ce qu'il pense. Et puis Rodrigue Banaken et Kanj qui nous dit que c'est l'insécurité des villes qui a poussé les hommes à prendre ces décisions. Car au village, les femmes sortent à 5 heures, vont au champ et rentrent à 15 heures sans que cela ne pose un problème. Par contre, les contraintes économiques ont forcé les hommes à revoir cette position. La preuve, nos marchés sont remplis de femmes qui y sont au lever du jour et rentrent au coucher. On prend le troisième reportage, Matrice. Tout à fait. Fatimatou est mariée et mère de plusieurs enfants. À 29 ans, cette élève professeure de l'INSET assume le rôle de ministre de l'Intérieur ainsi que celui de la future employée qu'elle deviendra. On doit avoir beaucoup d'énergie et la force aussi pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir valider tous les UV. Parce que ce n'est pas du tout facile. Il y a le bébé qui dérange dans la nuit, peut-être le mari aussi peut déranger. Et tu es là, l'enseignante t'attend avec ses exposés, ou peut-être tu es là, ton objectif c'est de valider. Bon, tu as toutes ces pressions-là, sans te mentir, ce n'est pas du tout facile. Pour l'instant, difficile de dire ce qu'en pense son époux. Je ne sais pas ce qu'il ressent vis-à-vis de ce que je suis aujourd'hui. Donc je ne le connais pas. Parce que, donc c'est un polygame. Bon, je sais que quand je l'ai appelé que j'ai eu le concours, il était content. Mais aujourd'hui là, je ne sais pas ce qu'il ressent. Les hommes ne sont pas forcément contre le travail de leur conjointe. Ali a 2 femmes qui exercent chacune un emploi. Une femme mariée sans emploi court le risque de se retrouver avec une charge plus colossale qu'elle ne peut en supporter. Elle peut se retrouver à mendier, pas dans le sens péjoratif du terme, dans le sens où elle ira dire à tel ou autre « j'ai besoin de ceci parce que mes enfants, je dois les nourrir, j'ai besoin de ceci parce que mon foyer ne va pas, j'ai besoin de cela ». Donc une femme sans emploi, c'est déjà une chance d'avoir une femme qui déshonore le social. Une femme qui a un travail, oui, disent plusieurs, à condition qu'elle respecte son époux. Pendant que je faisais mes affaires, mon mari, c'était avec son accord au départ. À un certain niveau, il m'a dit, j'avais une bonne. Il m'a dit, je ne veux pas le repas d'une bonne. Je veux que mon repas soit effectué par toi. Ce qui fait que je prenais mes dispositions. Je partais dans mon marché, dans mes activités. Le soir, quand je rentre, je prépare ce que mon époux doit manger. Donc, il ne mangeait pas la nourriture de bonne. Et après un certain temps, il a dit que je ne veux même plus la nourriture réchauffée. J'étais obligé de me lever à 4 h du matin. Je lui fais le repas. Je laisse avant de sortir. Pour les observateurs de l'environnement social, la femme est appelée aujourd'hui à contribuer à la prise en charge du ménage. C'est malheureusement le cas de plusieurs de nos compatriotes où le mari parfois réussit à la convaincre de ne pas travailler parce que à la fin du mois, il va subvenir à tous ses besoins et même lui donner de l'argent de poche pour résoudre ces petits problèmes. Mais certains arrivent à le faire 1-2 mois, au bout du 3e mois, ils abandonnent. Et c'est une situation assez difficile parce que cela ne participe pas véritablement à l'épanouissement de la femme. S'il advient que l'homme s'oppose au travail de sa femme, celle-ci devra opérer par stratégie. Qu'est-ce que ces femmes-là elles-mêmes, elles veulent d'abord? Parce qu'il y a aussi des situations où lorsque le mari demande à la femme de ne pas travailler, elle s'entête à le faire et finit par le convaincre de l'importance qu'il y a à avoir un petit travail à soi. Parce que le travail est d'abord source d'épanouissement avant d'être une source de revenus.
En 2007, les femmes consacraient en moyenne 17 heures de leur temps chaque semaine pour s'occuper des tâches ménagères. Les chiffres sont du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. On parle bien sûr de 2007 donc et non 2017 et bien sûr le reportage c'était Femmes au foyer, ministre de l'Intérieur de nos maisons et comme elle le disait la dame, il faut valider toutes les UV domestiques, je ne sais pas ce qu'on met dans UV domestique, un mari qui dérange, des enfants qui dérangent, d'en déranger, j'ai pas envie de, voilà, de m'attarder dessus. Alors peut-on considérer des femmes au foyer comme des femmes soumises peut-être? Celles qui acceptent de ne pas aller travailler, comment est-ce que ce sont des femmes soumises? Ça va dépendre en fait. Si elles le font par contrainte, oui, on dira qu'elles se soumettent à la volonté de leur époux. Parce que, bon, ce qu'il faut dire, c'est que certains hommes, ce que peut-être on ne dit pas toujours clairement, c'est vrai qu'on a évoqué les problèmes liés au harcèlement en entreprise ou dans le cadre du monde du travail, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que pour certains hommes en réalité ont peur que leurs femmes gagnent en indépendance financière. Pour que, en fait, ils craignent qu'elles ne se soustraignent à leur autorité. Puisqu'en réalité, dans notre société, l'homme est considéré comme le chef de la famille. C'est lui qui doit prendre les décisions. La femme est son second. Et elle lui doit soumission, obéissance. Or, le travail professionnel permet de gagner une certaine indépendance financière. Et par là, une autonomie, un certain pouvoir, un certain contrôle. Maintenant, les femmes, dès lors qu'une femme gagne cette indépendance financière, les hommes craignent qu'elle vienne les rejoindre en fait sur ce terrain de contrôle, de pouvoir et d'autorité. Et ils craignent finalement qu'elle ne commence à remettre en question leur voilà. Donc rivalité, si jamais ça arrive. C'est de ça qu'ils ont peur, Sylvain Aranda, les hommes. Je ne parlerai pas nécessairement de peur et peut-être bien oui d'une certaine façon. Et quand on est dans un rapport d'opposition, rapport de force, là l'homme doit s'inquiéter. Mais maintenant le fait que la femme travaille, et on peut observer ça en société aujourd'hui, une femme qui a une fonction élevée, qui est directeur ou alors qui a fait trop des études, vous allez vous rendre compte que peu d'hommes vont aller vers elle. Généralement, c'est comme ça. Vous pouvez faire un reportage, poser des questions aux hommes. Voilà, vous allez vous rendre compte que quand une femme a atteint un certain niveau, les hommes s'en méfient. Et généralement, quand une femme, puisqu'il y a une fonction à défendre, ça veut dire on va prendre des contraceptifs pour ne pas accoucher, parce que si on accouche, il y a de fortes chances qu'on ne soit pas nommé. Vous voyez, ça commence à devenir un obstacle. Et maintenant, il y a deux choses. Quand un homme rencontre une femme, c'est deux projets professionnels qui se rencontrent. Actuellement, je connais quelqu'un qui est sur cette phase-là, c'est-à-dire c'est le choix entre le mariage et la profession. La femme est appelée à aller dans un autre pays parce qu'elle a tellement évolué, il faut qu'elle continue à évoluer. Et maintenant, le mari lui dit, tu ne peux pas partir. Il faut que tu restes parce que nous sommes mariés, vous voyez. C'est pour ça que souvent, à la base, l'homme parfois ressent ces choses à l'avance. Et il essaye de dire à la femme, va doucement. Bon, est-ce que ressentir ces choses à la base, on va venir sur les solutions, ce sera le dernier tour de table, juste le temps pour moi de lire ces quelques réactions de nos téléspectateurs. Courcel Vigneault qui nous dit qu'il prenait le cas de Daouda, il dit qu'il appelle ce que Daouda, enfin l'expression de Daouda, disons-le comme ça, il appelle cela de la séquestration. Car ce monsieur dit bien qu'il ne permet pas à sa femme de faire même le marché, il ne lui permet pas de sortir ou de rester dehors. Oui. Dit-il. Moi, donc, son rôle est seulement de faire des enfants. C'est la question que nous pose notre téléspectateur. Moi, je ne pense pas. Il faudrait que certains hommes comprennent que nous sommes au 21e siècle et que chacun devrait être capable de voler de ses propres ailes. Ça, c'est ce que nous dit Courcel. Alors, d'autres téléspectateurs, Adrienne Nobodem qui nous regarde. Merci Adrienne. Sony Discover qui nous dit que c'est une conception qui est déjà dépassée, parler de femmes au foyer. Toutes les femmes devraient travailler pour subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille.
Bakayan Lemancreo qui nous dit que de nos jours, la majorité des femmes au foyer qui travaillent ne participent pas à l'épanouissement de leur famille avec leur rémunération. Du coup, certains hommes voient la nécessité de rester à la maison et de s'occuper des enfants. C'est vrai ce qu'il dit? Bon, je sais qu'aujourd'hui, nous vivons à beaucoup de foyers monoparentaux. Ça veut dire que beaucoup d'hommes, je ne sais pas s'il faut le dire ainsi, oui, deviennent irresponsables. Ce qui fait que la charge entière de la maison revient à la femme. Et vous verrez que beaucoup de femmes que vous voyez, tout à l'heure, on a dit que tous les marchés sont envahis par les femmes. Et si vous allez bien, vous faites bien des recherches, vous verrez que ces femmes sont seules à élever leurs enfants. Et il y a le téléspectateur quand même qui parlait qui relève. Mais ce qu'il relève, le téléspectateur, c'est que les femmes qui sont au foyer avec un époux, un conjoint, ne contribuent pas aux charges du ménage, même si elles ont un emploi et qu'elles ont une forte rémunération. Voilà, leur argent leur appartient. Enfin, c'est généralement ce que les hommes pensent, que les femmes ne donnent jamais de leur argent. Aujourd'hui, je voulais en venir. C'est pour dire que c'est des cas un peu très rare. Aujourd'hui, quand la femme se débrouille à faire quelque chose, je vous assure, elle est plus proche des enfants. Quand il y a un cas d'urgence, je crois que c'est elle qui s'investit en premier. Habituellement, même quand l'homme est au courant, et quand l'enfant l'appelle, il dit « va voir ta mère ». Et si un seul instant, la mère ne se débrouillait pas à faire quelque chose, vous voyez un peu. Donc, moi, je crois que l'argent de la femme est d'abord pour la famille, pour le cadre familial. Donc, en définitive, qu'est-ce qu'on retient? La femme devrait travailler, être au foyer, parce que c'est quand même mitigé aujourd'hui. Oui, comment on établit cet équilibre-là au sein de la famille? Oui, ça veut dire que la femme devrait se débrouiller à faire quelque chose en dehors du travail ménager et s'organiser avec le conjoint. Il faut surtout mûrir le dialogue dans le foyer. Ça veut dire que quand la femme sent que vraiment le salaire du mari à lui seul ne parvient plus à leur permettre d'encadrer la progéniture, c'est encore mieux de voir si la femme peut-être peut. Il ne suffit pas seulement d'aller au bureau. Tu peux mettre même une table devant la maison, tu détailles les tomates, les vivres frais. C'est pas rien, hein? Ça permet à aider, ça permet à aider quelques charges ménagères. C'est ce qu'on retient. Allocation familiale, c'est un plaidoyer qui est sur la table en ce moment de certaines associations et ONG. Allocation familiale pour les femmes au foyer, d'accord ou pas? Le projet semble un peu ambitieux. Le projet est ambitieux parce que... C'est un plaidoyer qui a commencé il y a plusieurs années. Tout à fait, et on n'en sort pas parce qu'en fait, on peine en fait à évaluer, comment rémunérer le travail domestique. C'est un travail qui est considéré comme étant gratuit. Et puis, le fait d'être parent, on est parent à vie. Ou on saura quand est-ce que ça commence, mais on ne saura pas quand est-ce qu'en réalité ça finit. Il n'y a pas de retraite. Oui, c'est pour cela que, en fait, pour aller dans son sens, il vaudrait mieux axer sur comment amener les différents acteurs concernés par cette conciliation vie familiale, vie professionnelle à mettre du leur pour que enfin cessent les difficultés que les femmes rencontrent dans leur foyer. Parce que vous avez demandé s'il faut choisir. Les femmes à l'heure actuelle sont les principales responsables de la sphère familiale. Elles ne peuvent pas choisir d'abandonner les enfants pour se consacrer à la vie professionnelle. Mais elles ont également besoin de cet argent pour s'en occuper. On termine sur la pointe du dialogue. Oui, le dialogue, il est important, mais maintenant, tout dépend aussi, parce que quand on parle des ambitions, il faut voir quel est l'objectif déjà que la femme vise. C'est un homme qui parle. Oui, non, parce que quand la femme travaille, pourquoi est-ce qu'elle travaille? Il y a beaucoup de femmes qui entrent dans le jeu du pouvoir, ça veut dire qu'elle veut plus de pouvoir, elle veut des grands postes, elle oublie. On a un problème, peut-être juste en 30 secondes, moi ça me pose un problème, parce qu'il y a des hommes, tout à l'heure vous avez dit, les hommes voient ça venir. Oui, c'est ça. Alors maintenant, ce sera la dernière question en 30 secondes vraiment. Il y a également aussi que les hommes partent parfois pour des années et les femmes restent, elles attendent patiemment. Justement. Pourquoi ce ne serait pas possible pour les femmes? Moi, j'ai dit que c'est pas possible. J'ai dit que c'est pas possible. En fait, c'est un choix qu'il faut assumer. Parce que si l'homme va à l'étranger, la femme ne sait pas attendre, elle attend. Et il y a une histoire que moi j'ai vue dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas si elle est vraie, mais il y a un militaire qui était de garde
comme il passe la nuit dehors, il est rentré plus tôt que prévu et sa femme n'était pas là. Donc elle dort tellement seule et puis elle s'en lasse de dormir seule et elle a allé chez le voisin. Donc autant l'homme en souffre, autant la femme peut en souffrir. Donc l'équilibre vie privée et professionnelle, ça s'oppose à tout le monde, à l'homme et à la femme. Donc on a retenu pour tout le monde le dialogue pour pouvoir régler l'implication de tous les acteurs. L'implication de tous les acteurs, le dialogue, voilà ce qui a été dit. Mesdames, Messieurs, merci. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Oui. Ma très chère, on se retrouve lundi. Avec le même plaisir et un sujet tout aussi intéressant. Mesdames, Messieurs, à lundi prochain, 21h30 sur Canal 2 International.